L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Incendie, Macron veut-il nous détrousser? Elon Musk, Marine Le Pen, vous avez dit ingérence, et Braun Pivet, c'est la Fashion Week. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alrythme, Pharisme, Françoise Dominger, Divergente, et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider leur information en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur le 14 juillet et ses QR codes. Vous avez été assez nombreux. Vous voulez voir l'extrait où l'excellent Didier Maisto coince ce tartuffe de Gilles Boulot. Alors l'interview commence, Didier Maisto interroge donc Gilles Boulot et lui demande ce que signifie pour lui le 14 juillet. Il répond fête populaire, etc. Puis arrive la seconde question. Sécurité très étendue aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur QR code pour assister à l'événement. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas un peu loin d'un événement populaire tel qu'il a été Je ne sais pas, j'ai pas de précision ou de détails là-dessus. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas de précision là-dessus. Son regard ne trompe pas. Le journaliste est terrorisé à l'idée de critiquer Macron. C'est glaçant. Tout y est dans cette réponse de Gilles Boulot. Complicité des médias avec le pouvoir et surtout leur lâcheté. Et comme je le précisais dans mon dernier entretien, ce 14 juillet a été abominable, orwellien. Les Français dans leur ensemble ont été exclus de leur fête nationale et les européistes ont festoyé ensemble. La photo, quel symbole, Macron cadré par Zezette et Starmer. Et à l'arrière-plan de ce 14 juillet, la forêt de Fontainebleau en flammes, comme une réminiscence de l'incendie de Notre-Dame. Vous connaissez Macron? Il se devait de récupérer cet incendie qui est de sa responsabilité. Écoutez-le. La Fondation du patrimoine, l'ONF et la ville de Fontainebleau vont lancer là, dans les prochaines heures, un guichet unique pour permettre de collecter la solidarité nationale. Et je compte donc sur chacune et chacun pour pouvoir, dès maintenant, donner pour la forêt de Fontainebleau et nous permettre... L'État dépense plus de 57% du PIB, mais les citoyens devraient payer en plus pour rebâtir après un feu de forêt. Ça devient grotesque. C'est fascinant, Emmanuel Macron passe son temps désormais, puisque ça pète de partout, à lancer des plans d'action contre cet incapable d'Emmanuel Macron. Les hôpitaux n'étaient pas équipés de clim. Le gouvernement lance un plan clim, après les avoir combattus. La forêt brûle, le Poudré lance une collecte pour replanter. Voilà, Macron, c'est monsieur Sparadrap qui pense les plaies qu'il a lui-même produite. Insupportable. Notre patrimoine forestier dévasté. Les responsabilités, c'est Macron et sa bande, avec Gabriel Attal, qui ont réduit les moyens des pompiers, tant en matériel, canadair, etc., qu'en moyens. Les budgets ont baissé, il y a moins de pompiers aujourd'hui qu'autrefois. La réponse de Macron face à sa responsabilité, eh bien, il demande aux Français de payer pour reboiser la forêt de Fontainebleau. Et nos impôts, ils sont partis en fumée dans le financement de guerres et des inutiles et monstrueuses éoliennes. La bacille de la peste noire est moins dangereuse que le poudré. Et en plus, le perturbé Damien ose devant les caméras, mais il n'y a plus d'argent. Ah, c'est pas entièrement faux, mais la faute à qui? Budget un effort de 125 milliards d'euros est à fournir pour stabiliser la dette. Et en même temps, il y a toujours un en même temps avec le poudré. Voyez les arbitrages budgétaires.
63 milliards d'euros. Ce n'est pas 50, c'est 63 milliards d'euros pour l'éolien offshore. Et le financement de la guerre. La France a fourni environ 53 milliards de dollars, entre 49 et 50 milliards d'euros, d'aide totale à l'Ukraine depuis le début de la guerre, 2022. C'est sourcé par Grok et l'Union européenne. Si vous additionnez ces deux budgets, c'est plus de 100 milliards. Et quand on y réfléchit, les éoliennes, elles sont produites en Chine via les composants, ce qui accroît bien évidemment notre déficit de commerce extérieur vis-à-vis de l'Asie. Ah, j'allais oublier, il y a également les milliards pour financer l'État socialiste. Suis-je le seul à halluciner? On dépense plus de 100 milliards par an pour des agences d'État, très souvent inutiles, dont le but est de recaser les copains socialos du système, mais on n'a pas les moyens pour sauver nos forêts indispensables contre le réchauffement climatique. Macron souhaite créer un guichet unique pour récolter les dons des Français. Oui, j'hallucine. Eh bien, tu n'es pas le seul, Fred. Oui, nous hallucinons tous. Vous me dites quoi, j'entends mal? Ah, il y a les 53 milliards de fraude à la sécurité sociale, chiffre donné par l'excellent magistrat Charles Pratt. Oui, il faut également ajouter le montant astronomique de financement de l'immigration irrégulière. Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler, hein. Nous constatons, c'est du pillage en bande organisée. Et après, il y a les choix budgétaires de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron. En 2024, Attal a annulé la commande de 2 Canadair. 53 millions d'euros qui ont été rayés par Gabriel Attal. 53 millions d'euros pour l'achat de Canadair. 53 petits millions d'euros, si on les compare, bien évidemment, aux centaines de milliards que jette par la fenêtre Emmanuel Macron. Il y a de quoi être en colère. Et si on regarde l'hôpital, ah là là là, pas d'argent, pas de clim et fermeture de lits. La grosse commission a demandé 63 fois aux États de réduire les dépenses de santé, dénonce l'eurodéputé Martin Schinderwan. Notre santé, ce n'est vraiment pas leur priorité. On en reparle dans un instant avec la fin de vie. Mais revenons sur cette dépense extravagante. 63 milliards d'euros pour l'éolien offshore. Une question peut-être vous traverse l'esprit. Comment peut-on justifier une pareille somme en période de disette budgétaire? C'est injustifiable, hein, c'est un non-sens écologique et économique. Voyez d'ailleurs comment ils essaient de nous vendre l'éolien. Quand on sait que plus de 50% des eaux qu'on prélève en France, on les prélève pour refroidir ces centrales nucléaires et qu'à un moment donné, on va... 50%? La consommation d'eau par les centrales nucléaires évaluée à 3%. La baisse de la production électrique, c'est 0,3% de la production et pourrait s'élever à 1,5 vers 2035-2050. Marc Lesguy. Cette séquence est révélatrice de la désinformation à l'œuvre sur le nucléaire en France. Ce que dit cette experte, entre guillemets, est faux. Elle sait que c'est faux. La journaliste sait que c'est faux. Mais les éléments de langage antinucléaire doivent passer. Qui décide de cela? Doit-on répondre? Allez, on va quand même le dire. Il vomit sur le nucléaire, raconte n'importe quoi pour nous vendre l'éolien. Pensez, il y a un pactole de 63 milliards d'euros. Vous imaginez le nombre de lobbyistes qui ont senti la galette? Et ça continue. Toujours ces fake news du lobby éolien pour justifier l'utilité des éoliennes, reprises ici par la Banque verte. Un tour de pale ne produit pas d'électricité pendant 24 heures, mais pendant 5 secondes. Et si le vent tombe, l'instant d'après, plus d'électricité. Malgré nos signalements depuis des années, jamais l'Arcom n'a émis la moindre réserve à propos des innombrables mensonges du lobby éolien, servilement repris par la presse et les politiques. Apparemment, les victimes de l'éolien n'appartiennent pas à la bonne catégorie des Français.
C'est toujours la même recette depuis la pandémie, de faux experts racontent n'importe quoi sur les plateaux de télévision pour permettre aux politiques d'avoir des arguments entre guillemets d'autorité. Fake news et complicité de l'ARCOM, bien entendu. Faut-il également rappeler que le lobby éolien a son rond de serviette chez les macronards. Pourquoi? Parce que la transition écologique est voulue par la grosse commission. Voyez un peu le profil des gens qui viennent nous expliquer qu'il faut sauver la planète. Connaissez-vous cet homme, Jean Covici? C'est lui qui veut vous faire prendre l'avion pas plus de 4 fois dans votre vie et propage tous ces mensonges dans les crânes d'eux de tous les jeunes des grandes écoles. Oh, accessoirement, il fait partie de la promotion 2002 des Young Leaders de la French American Foundation et a son rond de serviette au World Economic Forum. C'est factuel. On va donc massacrer nos paysages, engendrer des dégâts sur la faune et la flore, augmenter nos impôts et notre facture d'électricité, exploser nos déficits budgétaires et commerciaux pour satisfaire des lobbies européistes qui vont s'en mettre plein la panse. Et pour ceux qui pensent encore qu'une éolienne c'est écologique, je les renvoie au bilan carbone et notamment des composants de ces éoliennes. Oui, un bilan carbone déplorable. Tous les projets de Macron sont sur ce modèle et cela explique ceci. 4 économistes mandatés par Bercy viennent de rendre leur verdict. C'est officiel, le bilan économique de Macron est juste une catastrophe. Politique inchangée, déficit de 6,8% du PIB en 2030, dette à 130%. Les intérêts de la dette passeraient de 78 à 124 milliards d'euros par an d'ici 2030. Pour stopper cette spirale, 126 milliards d'euros d'efforts nécessaires d'ici 2032, soit 25 milliards par an pendant un quinquennat entier. La dette dépasse aujourd'hui 3 536 milliards d'euros. 52 000 euros par habitant. Macron part. La France va payer les pots cassés. Scandaleux. La presse nous a vendu et continue de nous le vendre comme un Mozart de la finance. Le Mozart de la corruption plutôt. On peut difficilement faire pire. Et c'est dans ce contexte que nous avons une politique si française, ubuesque, hors sol, l'ingérence. Regardez l'ingérence d'Elon Musk. Plutôt que de regarder le lobby européiste, germanophone, vomissant sur notre savoir-faire nucléaire pour que nous achetions leur camelote à hélice. Oui, Elon Musk est coupable de tout. Le tweet qui a fait polémique. Elle est le dernier espoir de la France. Les chiffres de sondage de Marine Le Pen ont décollé en flèche. Marine Le Pen serait passée de 23% en 2022 à 34-36% en 2026. Vous avez entendu les hurlements? Bah oui, ça y est, l'extrême centre tenait son ingérence. Oui, de Thierry Breton en passant par l'oiseau de malheur, tous hurlaient en chœur à l'ingérence. Certains ont rétorqué, et Obama alors, Barack Obama en 2022 avait appelé à voter pour Emmanuel Macron. La réponse de l'extrême centre mondialiste a claqué. Il y a la bonne et mauvaise ingérence. Oui, on connaît, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Mais Obama, ce n'est pas la même chose. Là, on parle d'Elon Musk. Laurent Saïm. Désolé, mon cher Darius Rochebain, mais cela n'a rien à voir. Obama n'était pas le propriétaire de X et ne contrôlait pas les algorithmes. Ben voyons, Obama compterait pour du beurre. Il faut quand même oser. On y revient dans un instant, mais débunkons le second mensonge de Laurent Saïm. De qui vous moquez-vous, Laurent Saïm? Et Alexander Soros, Bill Gates, ils ne contrôlent rien, eux? Le président des USA n'a aucune influence? Quant à l'algorithme de X, elle est open source, c'est factuel. Vous changez votre vote en fonction de ce que dit Elon Musk, vous? Non, les Français non plus. Arrêtez de prendre les gens pour moins intelligents que vous.
Je ne veux pas être méchant, mais cela ne doit pas faire grand monde. Quelques précisions sur cet algorithme de X. Alors, selon les recherches que j'ai pu faire, Elon Musk garantit la transparence de son algorithme, et c'est d'ailleurs le seul réseau social qui le fait. C'est d'ailleurs ça qui les fait enrager, parce que avant Musk, le pouvoir macroniste avait la main sur X. Rappelez-vous, 2022, article de la Tribune, la France numéro 1 mondiale de la censure des tweets. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçus par le réseau social au niveau mondial. C'était juste donc après la pandémie. On s'en souvient, des milliers de comptes fermés, un shadowban pesant lorsque vous remettiez en cause la politique d'Emmanuel Macron. Alors, quand on entend l'oiseau de mauvais augure nous crier à l'ingérence, Nathalie Loiseau, ancienne ministre macroniste et eurodéputée Renew Europe, représente le maillon central d'un agenda globaliste, notamment via ses liens étroits avec Georges Soros. Elle est membre du Conseil européen pour les relations internationales, ECFR, un think tank financé par Soros. Amélie de Montmachin, qui est à la Cour des comptes, est également membre de ce think tank. Il y a aucune forme d'ingérence dans la communication d'Elon Musk. C'est un homme libre qui exprime publiquement une opinion politique sur un réseau fondé sur la liberté d'expression. En revanche, vous avez quelque chose à dire sur les fondations, les financements et réseaux d'influence de Georges Soros auprès de responsables politiques, d'ONG et de mouvements mondialistes en Europe? Je vous attends là-dessus. L'état de droit ne peut pas être à géométrie variable. Une opinion ne devient pas une ingérence étrangère uniquement lorsqu'elle vient de quelqu'un que vous combattez politiquement. Et pour avoir une vision concrète de cette ingérence, la CEDH, un rapport détaillé du Centre européen pour le droit de la justice, dirigé par Gregor Pumping, a révélé en 2020, sur 100 juges permanents de la CEDH entre 2009 et 2019, au moins 22 avaient des liens forts, fondateurs, dirigeants, salariés ou collaborateurs, avec 7 ONG très actives devant la Cour. Parmi eux, 12 juges étaient directement liés à l'Open Society Foundation de George Soros ou à sa branche justice, l'Open Society Justice Initiative. Les 10 autres venaient d'ONG souvent financées par Soros, Amnesty International, Human Rights, etc., etc. Ces juges ont siégé dans 88 affaires sur 185 analysées, où leur ancienne ONG était partie, représentante ou tierce intervenante. Il y avait des conflits d'intérêts plus qu'évidents. Vous avez donc ces young leaders mondialistes, financés par Soros, qui phagocytent les postes à responsabilité partout en France et en Europe. Et ce sont ces agents de l'étranger qui hurlent à l'ingérence. Inversion accusatoire assez banale chez les macronards. Mais une autre affaire met en lumière ce qu'ils sont réellement, des totalitaires de la pire espèce. L'affaire de l'ingérence intérieure de la sénatrice LR Effran. Un véritable séisme chez les LR. L'ingérence intérieure a même été dénoncée au sein du Figaro. Retailleau explosé façon puzzle. Il demande des clarifications à sa porte-parole, Laurent Séverin. Un rétro-pédalage d'anthologie. Lutte contre les ingérences intérieures. Sommée par Bruno Retailleau de faire une mise au point, la sénatrice et porte-parole LR Agnès Evran se désolidarise des propos de son collègue UDI, Laurent Lafont, et assure qu'elle ne s'associerait pas à une proposition de loi en ce sens. Mince, j'ai été prise le doigt dans le pot de confiture. Je vais donc essayer d'enfumer mon petit monde, mais je continuerai à manger la confiture centriste. Agnès est une centriste européiste, l'illustration même de cette bourgeoisie dont parlait De Gaulle, prête à tout tant qu'elle continue à bien dîner en ville. Ça me rappelle, vous savez, ceux qui se font arrêter à 300 km/h sur l'autoroute et qui vous disent « C'est pas moi qui conduisais, mais vous étiez au volant. Ah oui, mais c'est pas moi qui conduisais. » Regardez sa mise au point hilarante.
La sénatrice Évrin affirme que le terme ingérence interne ne figure pas dans le rapport. C'est vrai, c'est menace interne ou manipulation interne qui est utilisé dans le rapport. Ces gens ont un aplomb pour se moquer de nous. Leur défense est vraiment minable. On se rappelle en effet qu'elle a soutenu son collègue Lafont qui lui clamait qu'il veut mettre fin à ce qu'il appelle les ingérences intérieures. Mais il y a mieux. Cette sénatrice a toujours voulu nous censurer. Manière dont les contenus de journalistes professionnels sont mis en avant sur X et est-ce que vous seriez opposé à mettre en place, et ça c'est la question qu'on pose systématiquement, mettre en fait une forme de labellisation pour ces médias, un label de qualité de l'information. Regardez donc cette question d'Agnès Séverin qui ment sur son communiqué sur sa position de labellisation des médias. Elle le demande explicitement ici. Oui, elle nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais que veulent-ils exactement en voulant lutter contre les ingérences intérieures ? C'est simple, empêcher tous ceux qui remettent en cause leur incompétence ou leur propagande. Paul Sugy. L'émoi collectif suscité par le drame de Crépol et son possible mobile raciste, l'indignation populaire face à l'instauration des ZFE, peut-être la mise en cause du récit officiel du gouvernement sur les violences en marge de la finale de Ligue des Champions. Bref, tout cela, demain, pourra être étiqueté comme de l'ingérence intérieure. On relèvera d'ailleurs sans peine l'étonnant oxymore, ingérence intérieure. Et remettre ainsi la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cause. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. La finalité de cette loi est limpide désormais. Avec ce rapport sur l'ingérence intérieure et la loi qu'ils veulent mettre en place, ce sont les médias qui déplaisent au pouvoir qui sont dans le viseur. Cela va de CNews aux médias de réinformation. Le pouvoir européiste macroniste veut empêcher les partis qui déplaisent aux européistes d'avoir des médias. C'est simple, c'est le début de la tyrannie. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, Emmanuel Macron avait tremblé devant les Gilets jaunes. Il avait accusé une ingérence étrangère. Qui ça ? Les Russes. Gilets jaunes. À ce jour, on n'a pas établi l'implication de la Russie dans ce mouvement. Selon un cadre des services de renseignement, la DGSE et la DGSI n'ont pour le moment jamais réussi à documenter une implication directe des services russes dans la diffusion de fausses informations ou de rumeurs complotistes dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Quand on y réfléchit, ils ont préféré crier « c'est les Russes » plutôt que de s'interroger sur l'échec économique et social de la politique d'Emmanuel Macron. Quelle belle époque! Mais il y a autre chose. Pour justifier un acte totalitaire, il faut entre guillemets une caution scientifique. Ils nous ont fait le coup pour la pandémie et je viens de vous le montrer pour l'éolien. Et pour la sénatrice LR, il y a ce qu'on appelle la Fondation Descartes. Laurent Cordonnier, le directeur de la recherche de la Fondation Descartes, présenté comme apartisane, est un farouche adversaire de Marine Le Pen. Dans cette fondation, vous allez donc retrouver tous les oiseaux politiques, tous les charlatans universitaires, oui, tous les tocards possibles et inimaginables. Paul Sugy. Cet organisme réunit des intellos et des personnalités de l'extrême centre, parmi lesquels une membre de l'ARCOM, un ancien directeur du Monde, un diplomate macroniste, et entretient des liens avec tout l'écosystème anti-fake news, les Rudi Reichstad, Gérald Bronner et compagnie. Mais cette proximité idéologique n'est pas surprenante. Un parlementaire centriste demande à des intellos centristes de surveiller Internet contre la hantise des centristes, l'écriture d'un récit alternatif rendu viral par des techniques d'amplification bien orchestrées. Plus surprenante, en revanche, est la faiblesse méthodologique des études de la Fondation Descartes. Par exemple, celle de 2021 sur la désinformation en ligne. Les auteurs ont passé l'ensemble des URL consultées par 2000 internautes au crible. C'est vraiment peu.
Et nous retrouvons bien évidemment les membres des ONG de Soros. La boucle est bouclée, hein. Les progressistes mondialistes européistes veulent conserver le monopole des médias afin qu'il n'y ait plus de relais médiatique à la colère grandissante des peuples européens. Tenez, une autre illustration avec la fin de vie. Droit à l'aide à mourir, le vote définitif de l'Assemblée, 291 pour, 241 contre. La gauche et le centre ont voté majoritairement pour. Sandrine Rousseau est montée à la tribune, avec toute l'illusion lyrique, au-delà de l'imaginable qu'elle a pu convoquer. Elle a même mis en scène sa mère. Didier Maisto était sans voix, avec une voix nasillarde, insupportable, le débit d'une mitraillette, une épouvantable diction. Elle vient nous embêter avec sa mère pour tenter de nous arracher des larmes. Cette femme est un concentré de tout ce qui se fait de pire dans l'espace public français. Épouvantable. Je vous mets son intervention dans ma description, si le cœur vous en dit, pour en juger. Mais j'ai trouvé son plaidoyer très paradoxal. Elle explique en effet que ceux qui souffrent sont obligés d'utiliser des méthodes clandestines. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'unités de soins palliatifs. La loi Leonetti, écrite par les députés Alain Clé et Jean Leonetti, présentée en 2015 et votée définitivement le 27 janvier 2016, répondait largement à la question de la fin de vie, interdisait l'acharnement thérapeutique, et cette loi affirmait également le droit au soulagement de la souffrance, même au risque d'abréger la vie. Bref, cette loi suffisait, il n'y avait pas besoin de légiférer sur l'aide à mourir. Comme Sandrine Rousseau et les autres députés de l'extrême centre ne veulent pas garantir l'accès aux soins palliatifs, ils ont voté cette abominable loi. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait? Il revient à la Haute Autorité de Santé de définir la conduite à tenir en cas de difficulté, d'échec ou de complications. C'est un aspect moins connu de l'aide à mourir, mais les expériences de pays ayant légalisé une mort choisie montrent que les procédures létales ne se passent pas toujours comme prévu. Des études, notamment dans l'État américain de l'Oregon, révèlent des complications chez certains malades, vomissements, agitations, convulsions, voire réveil malgré l'ingestion d'une dose mortelle. L'aide à mourir s'éloigne parfois d'une mort douce. La version de travail du premier projet de loi du gouvernement avait d'ailleurs pris en compte cette difficulté en actant la présence obligatoire d'un soignant afin de procéder à un secourisme à l'envers pour hâter le décès en limitant les souffrances en cas de problème. Le délai avant la mort est lui aussi très fluctuant, allant de quelques minutes à plusieurs heures en fonction des médicaments utilisés, de la voie d'administration et de caractéristiques du patient. Épouvantable. Pour tout ce qui concerne les détails monstrueux de cette loi, je vous renvoie à mon entretien avec Franck Zégé. Un très bel éditorial de Vincent Trémollet de Villers. L'arrogance et la conscience. L'histoire retiendra qu'un pouvoir épuisé, une assemblée de fortune, un président plus impopulaire que jamais, le Premier ministre le plus faible de la Ve République, ont conjugué cynisme, lâcheté et idéologie pour, au milieu de l'été 2026, en pleine Coupe du Monde, permettre à l'État d'administrer la mort. Progressisme, on cherche en vain le progrès moral dans cet oxymore assassin, tuer c'est soigner. Pas plus de progrès médical dans cette méthode irrémédiable d'abréviation des souffrances. Encore moins de progrès social dans cet abandon de l'État-providence au profit de ce que Dominique Régnier appelle un État validiste. Vieillards, grands malades, nerveux, désespérés savent désormais qu'ils sont éligibles au droit à mourir. On a beau tourner la chose dans tous les sens, on se cogne comme une mouche dans un bocal. Comment faire cohabiter à l'hôpital des unités pour aider ceux qui veulent en finir, qui luttent héroïquement pour que des personnes ne mettent pas fin à leur jour, et des structures chargées d'assister l'aide à mourir? Devant une telle contradiction, l'esprit est pris de vertige, et ce qui fait en l'homme l'humain s'insurge. Il fallait, nous dit-on, un trophée sociétal pour la legacy du président sortant. Preuve supplémentaire que l'impuissance publique peut s'accompagner d'une immense arrogance
anthropologique. Le tout dans un mélange de lyrisme, de kitsch et de légèreté. C'est Créon, mais au pays des selfies. Incapable en 10 ans d'améliorer la vie quotidienne des Français, le Poudré se félicitera certainement d'avoir, 45 ans après l'abolition de la peine de mort, rendu à l'État le pouvoir d'abréger l'existence. Où est la victoire? Depuis la Convention citoyenne, pipée jusqu'à la célébration ministérielle annoncée avant même le vote, ce parcours législatif aura été un simulacre de délibération, une singerie démocratique. Il projette sur la fin de ce quinquennat un nihilisme d'État. Cela ne suffira pas, pourtant, à décourager ceux qui, dans la prévenance des soins, l'apaisement des souffrances, la protection des plus faibles, le mystère intime du dernier souffle, savent que la politique a le pouvoir de changer la loi, mais pas celui de profaner le sanctuaire de la conscience. Je vais vous épargner la une de Libération et de tous ceux qui jubilaient, sautaient de joie, célébraient l'adoption de cette loi. Sont-ils encore humains? Notre dernier espoir, le Conseil constitutionnel? Bon, fin de la blague. Le sénateur radical Jacques Mézard, ardent promoteur du droit à la fin de vie, est maintenant membre du Conseil constitutionnel qui va juger la loi sur l'aide à mourir. Il a été nommé par le Poudré, bien évidemment. Comme sénateur, il a déposé une proposition de loi pour la fin de vie et a voté contre la loi Leonetti parce qu'elle n'allait pas assez loin. Il n'est pas le seul membre du Conseil constitutionnel à avoir pris position en faveur de la fin de vie. Question, que va faire le Conseil constitutionnel? Mais quel suspense international, article du Parisien. Guerre en Ukraine, comment un drone à 500 € a détruit un hélicoptère russe estimé à 14 millions d'euros. Régis Le Sommier. Les Russes sont à 6 km de Kramatorsk. Le gouvernement ukrainien vient d'imploser avec des limogeages en cascade. La première ministre, ministre de la Défense, et déballage en public des critiques contre Syrski, le chef d'état-major des armées ukrainiennes. Les scènes atroces de recrutement forcé sont toujours là, mais les médias français ferment les yeux et préfèrent nous servir les prouesses des drones bon marché, dont les deux camps maîtrisent parfaitement la technique. Journalisme? Non. Propagande. Et puis, n'oubliez pas, 46 milliards d'euros ont été donnés à l'Ukraine. Ceci explique cela. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Ça ne va pas en ce moment? Allez, pensez à ça. Sandrine Rousseau. Ouais, je vais te dire ce que je dis sur scène. Si vous pensez que vous avez une vie de merde, consolez-vous en vous disant que chaque matin, il y a un mec qui se réveille à côté de Sandrine Rousseau. Une admiratrice certainement des escrologistes. Je n'en peux plus. Végane, elle poursuit en justice ses voisins pour l'odeur de leur barbecue. C'est en Australie. Pour une fois qu'elle sent la saucisse, elle va quand même pas se plaindre. Sachez que la justice a débouté cette végane. Ils ont estimé que ses voisins avaient le droit de vivre. Ah, la France insoumise. Selon Elsa Marcel, incarcérer les agresseurs sexuels et ceux qui agressent les enfants seraient racistes et patriarcales, elle prône des procès sans peine. Outre les débilités habituelles du capitalisme patriarcal, deux concepts opposés selon Marx, comme le disait Proudhon, on en apprend davantage sur une idéologie en regardant ses contradictions. Être anti-psychiatrie tout en voulant psychiatriser tout le genre masculin. Ce qui est bien avec la bêtise, c'est que c'est la chose la mieux partagée. Après les filles, les garçons. Scandale du périscolaire parisien. Un élu communiste, membre de la majorité municipale, explique que les agressions sexuelles sur des enfants sont les conséquences du système patriarcal qui se renforce avec la montée des masculinismes et de l'extrême droite. Là, j'avoue, je n'étais pas prêt. Et oui, car comme le montrent les procès, les profils sont un petit peu différents. Pendant que les gauchistes continuent de poursuivre des chimères, les masculinistes d'extrême droite, comme Amadou C, Souleymane D ou Pierre-Alain Cotineau, LFI pour rappel, continuent de sévir dans les écoles de nos enfants. Ces gens ont un vrai problème avec la réalité. Et le deuxième zozo.
François Hollande devient la personnalité politique préférée des Français. Présidentielle 2027, François Hollande prépare sa candidature et donne secrètement rendez-vous à ses soutiens ce soir. C'était une réunion ultra secrète, la preuve. Cela s'étalait dans le Figaro, l'art de nous prendre pour des abrutis. Braun-Pivet, Fashion Week, Sacom, type sitcom, Hélène et les garçons. L'écarté, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre avantage. C'est sûr, mais en même temps, c'est ça la liberté de la presse. Sinon, il y a celle-ci. T'es sérieux? Non, écoute, je vais appeler Ludovic. Le prix de la photo politique qui arrive bientôt. En attendant de trouver la photo qui représente le mieux mon année à... Cette pauvre femme pourrait vendre de la lingerie dans une boutique des Hauts-de-Seine ou faire les achats d'un hôtel-restaurant familial. Mais non, en idiocratie macronarde, elle est présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, chaque année, Braun-Pivet fait sa com et ça a récidivé cette année. Grosse colère en période de disette. Yael Braun-Pivet. Il s'agit d'une photo de presse réalisée dans le cadre d'une interview. Cela n'a donc pas coûté 1 euro français. 16 juillet 2026. Régis de Castelnau. Mais c'est pas possible, vous mentez. C'est une photo professionnelle fournie à la presse. Et en aucun cas un reportage comme vous voulez le faire croire. Vous aurez avili le poste et l'institution. Et vous le ferez jusqu'au dernier jour. En même temps... on peut trouver quelque chose de positif dans Braun-Pivet. Si. L'égalité entre les femmes et les hommes. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. L'égalité est là. Une dernière avec Emmanuel Macron. On l'a échappé belle. Le seul point positif, c'est qu'on ne va pas voir le Macron caresser Mbappé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. À bientôt, au revoir.